la prairie, le foyer, un abri, la propre maison de Frank Lloyd Wright, la salle de jeu de ses 6 enfants, Lloyd, John, Catherine, qui allait devenir ma mère, David, Francis et Llewellyn. L'endroit idéal pour les histoires au coin du feu, les merveilleuses légendes galloises de ma mère, tels les contes de Taliesin. Taliesin était un barde légendaire né dans les temps anciens d'un étrange étang du pays de Galles. En gallois, Taliesin signifie front resplendissant. Et Taliesin allait devenir la maison de Wright sur le front resplendissant de cette colline du Wisconsin. Pour Wright, Taliesin était un talisman celte du mythique pays de Galles et bientôt la source d'inspiration de son architecture future. Il eut une enfance mouvementée. Il vécut dans 6 villes et 4 États différents avant d'avoir atteint l'âge de 11 ans. Mais ce fut pourtant cet endroit qui marqua le plus sa mémoire. Spring Green, Wisconsin. Ses aïeux maternels, et Lloyd Jones, étaient fermiers dans cette vallée, les bigots de Jones, comme on les appelait. Ils étaient de religion unitarienne et pratiquaient en gallois. Early in my career, I was a very arrogant young man. I was so sure of my ground and my star that I had to choose between an honest arrogance and a hypocritical humility. And I deliberately chose an honest arrogance, and I've never been sorry. Une arrogance que confirmait la devise de sa famille, la vérité contre le monde. C'est Joseph Silsby, l'architecte, qui dessina cette modeste église familiale qui offrit au jeune campagnard son premier travail. Un apprentissage dans la ville industrielle en plein essor qu'était alors Chicago. Pour sa première maison dans la banlieue d'Oak Park, le jeune architecte, alors âgé de 22 ans, adapta au style du Midwest le shingle style de la côte Est. C'est le printemps, le plus doux de tous les printemps. C'est le temps de l'espoir. Alors commence. Ces mots sont de Louis Sullivan, l'un des pionniers de l'école d'architecture de Chicago qui devint l'idole de Wright, son cher maître. Son style décoratif fascinait tant Wright que celui-ci devint bientôt son dessinateur en chef. Je suis devenu le crayon dans la main de Sullivan, disait Wright. Sullivan avait écrit dans Kindergarten Chats « Qu'est-ce qu'un architecte ? Je crois que je suis un architecte. L'imagination qui suggère le moyen naturel pour se structurer, la forme qui suit la fonction, le travail doit être organique. Que voulez-vous dire par organique ? Je vous le dirai plus tard. Une voûte organique dorée. À l'occasion de l'exposition universelle de 1893 à Chicago, Sullivan construit le Transportation Building, le palais des transports. À propos du style architectural néoclassique de l'exposition, il déclare « C'est une épouvantable calamité qui va laisser des traces pendant un bon demi-siècle. » Vingt ans plus tôt, Sullivan était venu avec quelques autres jeunes architectes pour reconstruire une ville détruite par le grand incendie de Chicago. Partout, le passé était en ruine. Tous les anciens styles d'architecture étaient partis en fumée. Comme Sullivan, Wright était excédé de constater l'emprise européenne sur l'architecture américaine. We really have no past except the older countries. And if we could only get rid of their past, we'd have a future. And until we do rid ourselves of that past, I can't see that our future is going to be any more than a repetition with a new face, new clothes, new appearances of a very old thing.
Mais l'exposition présentait d'autres pavillons de pays anciens qui touchèrent beaucoup Wright. Le Ho-Den, par exemple, un temple japonais, et aussi les immenses temples mayas, vestiges de l'ancienne architecture des Amériques. Les motifs décoratifs et le grand toit du pavillon turc. Une architecture que Wright trouvait sincère et fidèle à son époque et à son environnement. 1893, c'est aussi l'année où Wright, alors âgé de 26 ans, prit vraiment son envol après avoir travaillé 7 ans pour Sullivan. Voici sa première commande, la maison Winslow. C'est dans cette banlieue d'Oak Park, River Forest, que s'ébaucha une architecture nouvelle qui allait donner ce qu'on allait appeler par la suite la maison de la prairie. La porte en chêne, richement ouvragée de Wright, s'ouvrait sur l'âtre familial, disposé ici comme une sorte de feu sacré. La cheminée victorienne traditionnelle est entourée de fines arcades, presque comme dans une église. Le motif sculpté est dérivé de la nature dans l'esprit même de Louis Sullivan. L'enthousiasme que déclencha sa première maison fut pour Wright un immense encouragement. Winslow House, it was a terrific sensation. The whole town would stream around that way on Sunday, and he couldn't finish it without keeping people out. Same thing with the next house I built. Mr. Moore, who was a lawyer, came to me for a house and said he didn't want anything like that Winslow house, so he would have to go around back ways to the train to avoid being laughed at. So he got a half-timber house, but he got a porch on a half-timber house, which never happened before. I lived diagonally across the street from Mr. Moore, but he always thought that house was good half-timber. La propre maison de Wright devint un terrain permanent d'expérience. À côté de sa maison d'origine, il rajouta un studio pour son atelier qui lui permit de créer plus au calme. J'inspire de larges bouffées d'espace. L'Est et l'Ouest sont miens, et le Nord et le Sud. Je suis plus grand, meilleur que je ne pensais. Cet extrait des Feuilles d'herbe de Whitman marqua Wright, et le rêve du poète, pouvoir réaliser l'espace, devint le sacerdoce du jeune architecte. Sa mère, qui fut une figure très présente tout au long de sa vie, avait voulu qu'il soit architecte avant même qu'il vienne au monde. En 1889, Wright épousa à l'âge de 21 ans Catherine Tobin, qui lui donna bientôt 6 enfants. Ici, Wright se fixa la tâche de repenser le logis victorien. Il aménagea progressivement ses idées en fonction des nécessités de la vie de famille. La salle à manger était toujours l'occasion pour lui d'exprimer pleinement sa créativité. La décoration de Wright rappelle ici encore ce goût qu'il tenait de Sullivan pour l'entrelac de formes géométriques. Pourtant, dans la salle de jeu de ses enfants qui servait de garderie à Catherine, on sent une nouvelle inspiration. I think I had a great advantage over almost any man I've ever met. When my mother, who was a teacher, my father was a preacher, when she went to the Centennial and saw there the Froebel gifts and learned that Froebel believed a child should not be allowed to draw from nature, to boondoggle with effects until he had learned the forms that behind it produced those effects. And there's a little gibbet here like this on which you hung the cube, the sphere. Then you were to make designs, and you sat there and wove patterns.
By the pattern, you got a sense of rhythm, as you would if you were playing the piano. Things instead of looking at things, you see. And that was my gift from my mother when I was a child. C'est ce don qui inspira ce bâtiment remarquable, le Larkin Administration Building, construit en 1903, qui ne subsiste malheureusement que dans ce film, tourné par Wright lui-même et dans quelques photographies. La compagnie Larkin de Buffalo, dans l'État de New York, était une entreprise florissante de vente par correspondance qui expédiait savons et produits ménagers dans tous les États-Unis. Ce bâtiment avait été pensé dans ses moindres détails. Les innovations architecturales qu'il comportait étaient légion. Climatisation perfectionnée, espace de travail ouvert. Chaque meuble avait été dessiné spécialement pour le lieu. That began to come clear to me in the Larkin building, of course, this idea that the space within the building, within the structure, should come through and be evident as the reality of that building, not the walls and the roof so much. Wright baptisa l'architecture du Larkin Building la grammaire du protestant. And the thing that came to me by instinct in the Larkin Building began to come consciously in Unity Temple. Le Unity Temple de 1904 comportait en fait deux bâtiments, une salle de rencontre laïque reliée par une large entrée à l'église elle-même. Wright sut tirer le meilleur avantage du faible budget dont il disposait en utilisant du béton coulé. Il avait maintenant 37 ans. Now, when I finished Unity Temple, I was conscious of the idea. I knew I had the beginning of a great thing, great truth in architecture, and that now architecture could be free. À la différence des autres églises d'Oak Park, banlieue surnommée affectueusement le repos des saints, le Unity Temple ne comportait pas de tour gothique médiévale. L'église presbytérienne qui lui faisait face n'avait que quelques années de plus que la géométrie massive de Wright. Temple was the first time when the walls disappeared, when the ceiling went out and you saw right outside under the ceiling, and when the walls became screens, features, and the whole room came through as an essential fact and truth. Entouré et unifié par ses structures décoratives, l'espace intérieur du Unity Temple était un coup de maître. I had an idea that I had discovered something tremendously important. And what was it? That the reality of a building
did not consist in the walls and the roof of that structure, but in this space in here to be lived in. There was the reality. Well, I built it. Wright arrivait alors à construire jusqu'à une douzaine de maisons par an, avec une inventivité apparemment sans limite, dans une quête sans fin de la maison idéale, parfaite. Celle-ci, toute proche de celle de Wright à Oak Park, fut bâtie pour le riche banquier Arthur Hartley. Avec cette maison à 2 étages, Wright montrait une fois encore sa préférence pour les lignes horizontales de la prairie, matérialisées par des rangées de briques de différentes couleurs sous un toit à faible pente. Rien ne semblait plus important au jeune architecte que le sentiment d'abri d'un âtre accueillant dont le feu réchauffe tout l'espace habitable de la maison. Wright avait commencé à casser la boîte sombre de la maison victorienne. De plus en plus, disait-il, la lumière sert à embellir la construction. Wright obtint bon nombre de ses effets architecturaux en recourant à l'élimination. Les estampes japonaises m'ont fasciné et m'ont beaucoup appris par leur élimination de l'insignifiant, écrivit-il. J'ai découvert que l'art japonais possédait vraiment un caractère organique, plus proche de la terre et de la nature, donc plus proche de la modernité telle que je la concevais, que n'importe quelle autre civilisation européenne, présente ou passée. Les lignes allongées et les avant-toits saillants de la maison Bradley, si évocatrices de l'art japonais, trouvèrent leur aboutissement dans une autre maison, celle construite en 1902 pour Ward Willits. Pour Wright, une petite butte sur la prairie pouvait permettre beaucoup plus. Certainly the Willits house was the first great prairie house. And here you'll find the first statement in modern architecture from grade to coping. And when you get into this idea of eliminating the containment, which is the box, reaching out and amplifying space and dragging things in from the outside, you really have entered a new realm of architecture which has never existed in the world before. Les couleurs chaudes et douces de la nature en automne constituèrent la palette de Wright pour la maison de Susan Lawrence Danner à Springfield, dans l'Illinois. Une maison de rêve dans laquelle Wright put déployer toutes les facettes de sa créativité. À l'entrée, cette statue en terre cuite est un hommage à l'architecture du sculpteur Richard Bock, l'un des artistes dont Wright avait choisi de s'entourer. Le moindre meuble avait été dessiné par Wright. Les cloisons intérieures avaient disparu au profit d'un vaste espace continu.
Si la fontaine de Bach conservait encore un caractère victorien, les vitraux de Wright étaient, eux, résolument modernes. Les formes naturelles du sumac donnèrent une série d'abstractions verticales aux couleurs automnales de la prairie. Wright adorait célébrer les mauvaises herbes. Comme décoration, au-dessus de l'espace de la salle à manger, Wright commanda une frise à l'artiste George Niedeken et dessina lui-même une série de suspensions papillons en verre au plomb. Susan Dana fut la première d'une série de femmes riches et originales à commander une maison à Wright. Cela dit, le budget de ses clients ne fut jamais une entrave à l'imagination de Wright. Ainsi, au milieu des confortables habitations traditionnelles de banlieue, cette maison couverte de dalles en encorbellement, de factures certes modestes, mais tout à fait étonnantes, la maison Gale, construite en 1908. L'amour de Wright pour les lignes horizontales de la prairie produisit également la maison Robbie, construction typiquement urbaine réalisée en 1909. Les balcons de briques en encorbellement atténuaient les bruits d'une circulation de plus en plus importante et conféraient aux pièces de la maison une impression de calme appréciable. Je veux pouvoir regarder dehors ou vers mes voisins sans qu'ils puissent troubler mon intimité, avait expliqué le jeune ingénieur Frederick Robbie à son architecte. L'éclairage, le chauffage et la ventilation étaient remarquablement intégrés. Les parties saillantes du toit protégeaient du soleil estival, mais laissaient ses rayons hivernaux réchauffer les grandes pièces. En contrepoint de l'une des longues pièces basses, Wright composa avec des chaises à haut dossier un espace intime pour les repas. Pour accentuer encore l'horizontalité de la maison, il fit même lisser le mortier qui joignait les briques rouges. La maison Robbie semblait à beaucoup ancrée à sa rue comme un grand navire. De fait, Wright avait utilisé pour sa construction de l'acier provenant d'un vaisseau militaire. L'élimination du superflu, pas de gaspillage. Wright considérait la maison Robbie comme l'une de ses plus grandes réussites. Elle marqua la fin d'un chapitre extraordinaire. En 1909, Wright avait déjà construit plus de 150 maisons de toutes les tailles. Ces célèbres maisons de la prairie avaient même fait naître une école d'admirateurs dans le Midwest. Pourtant, quand il atteignit la quarantaine, faisant apparemment fi de sa réputation, il confia son atelier d'architecture à ses dessinateurs et partit. Tout d'abord en Allemagne, répondant ainsi à l'invitation d'un éditeur berlinois, Wasmuth, qui voulait publier un portfolio de ses dessins réunissant toute son œuvre architecturale. Aux grandes dames de tout Oak Park, il quitta sa femme et ses enfants et s'enfuit avec la femme mariée qui lui avait commandé cette maison, Mema Borthwick Cheney. Ils passèrent un an à l'étranger comme des parias, et Wright installa un atelier provisoire en Toscane.
Quand il rentra finalement aux États-Unis, Catherine, la mère de ses 6 enfants, lui refusa le divorce. Il décida alors de quitter Oak Park pour de bon. Faisant table rase de sa vie de père de famille banlieusard et délaissant le coin du feu si plein de symboles, Wright emmena même à Borthwick, dans la vallée tant aimée de ses jeunes années. Et c'est là, près d'une colline qui lui avait été donnée par sa mère, qu'il bâtit une nouvelle maison qu'il baptisa Taliesin. 2 courtes années de félicité, puis ce fut la tragédie. La maison fut engloutie par les flammes à cause de la folie d'un domestique détraqué qui tua 7 personnes, parmi lesquelles même à Borthwick et ses 2 jeunes enfants, alors que Wright était à Chicago pour son travail. Des années plus tard, il écrivit comme dans une litanie, celle pour qui Taliesin avait pris forme à l'origine et ses 2 enfants disparus, balayés dans un cauchemar de flammes et de meurtre d'un fou. Le désespoir le plus noir précéda un enterrement sommaire dans le jardin de la chapelle familiale. Nous fîmes de tout cela une masse de fleurs. Pierre après pierre, planche après planche, le deuxième Taliesin renaquit progressivement des cendres du premier. Non pas un Taliesin assagi, mais plus serein et plus beau. Malgré tout, Wright reprit le travail qu'il avait interrompu sur les Midway Gardens, là où le tout Chicago venait dîner et danser. Beaucoup trouvaient cela carrément égyptien, remarquait Wright, d'autres plutôt japonais, mais tous trouvaient cela étrange. Trop étrange, hélas, pour durer. Pendant la difficile prohibition que Wright se plaisait à appeler l'affliction, tout fut détruit. Sa dernière construction à Chicago. Et pourtant, ceci était autrement plus étrange. Ce n'était pas un temple dédié au dieu Maya, mais l'entrepôt d'un épicier. Construit dans une petite ville du Wisconsin, Richland Center, à quelques rues de l'endroit où Wright était né presque 50 ans auparavant. Tout au long de sa vie, Wright livra à ses clients des travaux extraordinaires, et tout particulièrement les plans de ce vaste projet en 1913. Une invitation à dessiner les plans de l'hôtel impérial de Tokyo allait occuper Wright pendant les 7 ans qui suivirent. Construit pour résister aux secousses sismiques depuis ses fondations, ce bâtiment fut construit par Wright sur des centaines de pieux en béton, placés sur une couche de lave de 18 mètres d'épaisseur. Ces encorbellements en briques et en lave solide japonaise survécurent au tremblement de terre qui dévasta Tokyo en 1923. Mais hélas, pas à la frénésie destructrice des promoteurs en 1968. Hollyhock, la rose trémière, version abstraite en béton. La fleur préférée d'une femme mécène de Hollywood, Aline Barnsdall. Wright appelait sa maison son roman californien, une maison faite pour célébrer les arts. Aline Barnsdall, la socialiste de la haute société, était une créature complexe, estimait Wright. Ni néo, ni quasi, ni pseudo. Presque aussi américaine que les Indiens, aussi évoluée et voyageuse que les Européens, autant femme d'intérieur qu'une étoile filante. Dans les années 1920, une fois que tout l'aménagement voulu par Wright fut en place, la verrière put s'ouvrir vers les cieux. Le peu de pluie qui pouvait tomber en Californie tombait ici, venant enrichir ce bassin bâti autour d'un feu chaleureux. Une harmonie de contraires.
Wright chargea son fils aîné, Lloyd, de l'aménagement des jardins pendant qu'il était au Japon. Rudolf Schindler, jeune architecte autrichien venu étudier avec Wright, fut chargé de superviser la construction. La maison Hollyhock fut la première d'une série de maisons californiennes. De l'autre côté de la vallée d'Hollywood, l'immense maison Ennis se dressait comme un temple ancien au milieu d'une jungle. Pour obtenir un résultat aussi somptueux, Wright prit un matériau méprisé dans le bâtiment, les blocs de béton. Dans des moules qu'il avait dessinés lui-même, il fit couler les blocs dans un mélange de granit pulvérisé. Il appela cela une construction en blocs textiles, un tissage d'ombre et de lumière sous l'ardent soleil de Californie. La monumentalité sied au lieu, fit remarquer un observateur, mais le résultat n'est guère habitable. My father was the man who taught me to regard a symphony as an edifice of sound. And when he told me that, I was a youngster, I may have been 10 years old, I began to listen to music as a kind of building. It seems to me that music is a kind of sublimated mathematics. Well, so is architecture, a kind of sublimated mathematics. In the same sense that music sublimates mathematics, so architecture does. And there lies the great relationship and the long kinship between music and architecture. Wright obtenait ses résultats sans artifice historique. Le vieux dieu maya du feu mis sur la cheminée par le premier propriétaire de la maison déçut Wright. Il avait l'impression que la maison tenait surtout son esprit de l'architecture ancienne des Amériques. Mais les plans étaient de lui et de lui seul. De tous ces projets californiens, la Miniatura était le préféré de Wright. Une maison-atelier pour une collectionneuse de livres, Alice Millard. Une bibliothèque bien à l'abri à l'intérieur des écrans en béton faits de blocs à motifs. Un jeu de soleil et d'ombre. Wright l'appela sa première maison usonienne, car il préférait cet adjectif à américain. Il y avait plusieurs Amériques, mais une seule Usonie, la première maison US-onienne. Lorsque l'Amérique et le monde s'enfoncèrent dans la crise et la Grande Dépression, les commandes d'architecture se firent rares. Wright passa des années difficiles à élaborer des projets qui n'aboutirent pas. Il dut vivre sur sa célébrité passée comme si son œuvre était achevée, en donnant des conférences dans les universités. Il commença à travailler sur son autobiographie. Il avait maintenant dépassé la soixantaine. Puis une fois encore, le destin frappa. La foudre s'abattit sur Taliesin, qui à nouveau fut réduite en cendres. Pour la troisième fois, Wright reconstruisit sa maison près de cette colline de Wisconsin.
Dans cette grande salle de séjour, Wright rassembla tous ses meubles, le travail de 30 ans. En ces sombres années, c'est le sentiment de la lumière et de l'espace de Taliesin qui dut lui conserver sa raison. De plus en plus, Taliesin devint sa forteresse, son refuge loin des accusations répétées de la presse à scandale. Wright, en effet, était devenu la cible de ces journaux qui s'en prenaient moins à son architecture qu'à sa vie privée. À l'époque où il reconstruisait Taliesin, Wright avait été aidé par une artiste en herbe, Miriam Noel, qu'il avait aussi accompagnée au Japon. Bien que les 9 ans qu'ils avaient partagés n'aient pas toujours été faciles, Wright l'épousa en 1923, l'année où il perdit sa mère. Mais le hasard d'une rencontre allait bientôt changer radicalement sa vie. Un soir qu'il assistait à un ballet à Chicago, Wright tomba amoureux d'une jeune adepte de Gurdjieff, fille d'un juge du Monténégro, Olgivan Alasovic. Quand ils eurent un enfant, ils refirent la une des journaux. Traqués par les journalistes au bord de la ruine, ils passèrent même une nuit en prison avant que Wright n'obtienne enfin son divorce. Une fois mariés, en 1928, ils mirent au point une stratégie pour relancer la carrière de Wright. La vieille école de Hillside, que Wright avait construite 30 ans plus tôt pour ses tantes, donna naissance au collège de Taliesin. Une communauté d'apprentis à qui on allait apprendre les fondements de l'architecture, autant dans les champs que dans un bureau. Wright fonda le collège de Taliesin en 1932. L'année suivante, ironie du sort, Hitler fermait la grande école allemande d'architecture et de design, le Bauhaus. De toutes les structures construites, la plus impressionnante était la grande salle de dessin. Les poutres du toit, faites d'arbres coupés dans les bois voisins et montées par les apprentis eux-mêmes, suggérèrent à Wright de l'appeler sa forêt abstraite. Les apprentis vinrent de tous les États-Unis et de l'étranger. Parmi les premiers se trouvait le jeune Edgar Kaufman Jr., qui allait avoir beaucoup d'importance pour Wright. You all want to design things. You want to learn how to design things, of course. But you don't learn to design things by sitting at a drafting board with a pencil in your hand and a T-square and triangle. Now, I never sit down to a drawing board. And this has been a lifelong practice of mine until I have the whole thing in my mind. I may alter it, but unless I have the idea of the thing, and pretty well in shape, you won't see me at a drawing board with it. Qui aurait cru que cette petite rivière de Pennsylvanie relancerait la carrière de l'architecte septuagénaire? Ces bois étaient un lieu où aimait se réfugier le propriétaire d'un grand magasin de Pittsburgh, Edgar Kaufman, le père d'un étudiant de Wright au collège de Taliesin. Quand le jeune Edgar persuada son père de faire construire une maison de campagne, il n'aurait jamais imaginé cela. Falling Water, la cascade. Avant le début des travaux, Wright écrivit à Kaufman « L'accès à la cascade est inchangé. La maison a pris forme à la musique de l'eau. » « Je croyais que vous mettriez la maison à côté de la cascade et non pas dessus, répondit Kaufman. « Je voulais que vous viviez avec votre cascade, répliqua Wright. Vous ne devez pas seulement la regarder, elle doit faire partie intégrante de votre vie. »
Le rocher qui avait été le lieu de pique-nique préféré des Kaufmann, en haut de la cascade, constituait maintenant le sol près de la cheminée et l'élément essentiel de la maison. Wright trouva naturel de construire la maison en encorbellement à partir de ce rocher. À l'intérieur comme à l'extérieur, la maçonnerie imitait les bancs naturels de rochers érodés par l'eau. Les balcons en béton armé lisse étaient peints couleur chamois pour s'harmoniser avec les tons de la forêt. Falling Water. Une maison en symbiose avec la nature, en harmonie parfaite avec son environnement, composée de multiples parties formant un tout parfaitement harmonieux. C'était une maison véritablement naturelle, une maison qui aimait les changements de saison. Les lignes horizontales des balcons en encorbellement et la poussée verticale du cœur de la cheminée en pierre et en verre ancraient la maison à son banc rocheux et soulignaient le bruit de la cascade. Pour Vincent Scully, Falling Water matérialisait, comme la maison Robbie avant elle, deux thèmes récurrents en Amérique. D'une part, la mobilité, l'envol, le départ, et d'autre part, l'enracinement, la sécurité. Pour Wright, Falling Water naissait de cette gorge comme une plante. How does nature build a tree? She builds it from the inside out. That's what organic architecture is. It's building the way nature builds. Pendant qu'il construisait Falling Water avec ses angles droits à encorbellement, Wright concevait également ce bâtiment aux courbes élégantes. Le siège de la compagnie Johnson Wax à Racine, dans le Wisconsin, en 1936. Ici, Wright entoura une structure de base en briques avec des rangées de tubes en pyrex translucide. Une fois de plus, un client qui avait de l'imagination, du pouvoir et de l'argent. Herbert Johnson présidait sa propre entreprise. Wright construisit pour lui et son personnel une véritable cathédrale du commerce digne du succès remporté par les produits ménagers de Johnson. Certaines idées de Wright allaient bien au-delà par leur inventivité des règles de construction en vigueur dans cet État.
Pour obtenir son permis de construire dans le Wisconsin, Wright organisa donc un vrai spectacle public. L'administration prétendait que ces fines colonnes de béton n'étaient pas assez solides pour porter le toit. Alors, tonne après tonne, Wright chargea l'une d'entre elles. Les normes de l'État exigeaient que les colonnes puissent supporter de 2 à 12 tonnes de charge. Arrivé à 60 tonnes de charge, Wright obtint l'autorisation de commencer à construire. En fait, ces colonnes supportaient une très faible charge. Elles servaient surtout à créer un grand espace commun de travail dans le même esprit que le Larkin Building, construit 30 ans plus tôt. Les murs du bâtiment, de simples écrans en dessous des rangées de verre tubulaires, étaient faits de bandes de briques rouges suivant des courbes préétablies et jointes en de longues lignes horizontales. Ces courbes, tout en douceur, célébraient l'ère des lignes épurées. Un parking intégré dans les plans du complexe accueillait le dernier cri en matière de design automobile. Wright appréciait particulièrement la carrosserie de la Accord. Une grande tour de recherche fut ajoutée 10 ans plus tard, en contrepoint aux lignes presque féminines du premier bâtiment. Laboratoire et espace de travail s'écartaient d'un tronc central comme les branches d'un arbre. Quand on regardait dehors depuis le bâtiment, on ne voyait pas la tristesse du paysage industriel du centre-ville, mais seulement les jeux de lumière provoqués par les tubes de verre de Wright. Wright appelait cela le grand espace de travail. Ces fines colonnes s'élargissaient à partir d'une base de 22 cm et portaient des disques en béton de 6 mètres de diamètre placés à plus de 7 mètres du sol. Des encorbellements très complexes sous l'apparente simplicité de formes organiques qui rappelaient le lys. Ce bâtiment est tellement beau et agréable que je crois que je vais installer un lit de camp dans mon bureau, plaisanta Herbert Johnson. Certainement pas, répliqua Wright. Je vais vous construire une maison. Wingspread, la résidence Johnson. Wright l'appela sa dernière grande maison de la prairie.
Dans cette zone centrale arrondie de la maison en chaudes briques rouges, on pouvait faire 3 feux. Dans cet espace ouvert, la famille pouvait ainsi suivre le mouvement du soleil au fil de ses différentes activités de la journée. Un triomphe pour le principe de zonage de Wright, auquel il s'était déjà essayé 30 ans plus tôt à Oak Park. Le raffinement apporté à cette maison, depuis les briques remarquablement posées jusqu'au mobilier intégré, était d'une perfection que Wright avait toujours recherchée, mais rarement obtenue. Herbert Johnson adorait raconter le premier dîner qu'il avait donné, quand le toit s'était mis à fuir au-dessus de sa tête. Devant ses invités hilars, il appela aussitôt son architecte. Wright lui répondit « Eh bien, Eb, vous n'avez qu'à déplacer votre chaise. » Mais Wright ne se contentait pas de construire des maisons de rêve pour les riches. En 1937, Herbert Jacobs, un jeune journaliste de Madison, et sa femme Catherine mirent Wright au défi de leur construire une maison pour un prix maximal de $5,000. What this country needs is a decent $5,000 house. So we asked Wright, can you build it? And he looked at us quizzically and he said, do you really want a $5,000 house? Most people want a $10,000 house for $5,000. We found that he was very interested in the low-cost house, and he said that he had been thinking about it for 20 years and no one had ever asked him to do a low-cost house. Wright told us that this house was the first that he had ever built under contract. And he was as interested as we were in keeping the price to $5,000. And one of the ways that he thought we could be saving was on using cull bricks from the Johnson Wax Building, which came in curves and different shades of red. That was a big saving. And he wanted again to emphasize the horizontal planes in the bricks to match the horizontal planes of the boards that made the walls. So he had the mason rake out the joints between the layers of brick. And for the vertical joints, he made them use a tinted mortar so that the bricks looked as if it was one band of solid reddish colors broken with different varieties of red. That was a lovely house to live in. We enjoyed every minute of it. Mr. Wright had told us when we first started, you know, you ought to go out to the country. You shouldn't live in the city. We decided that we'd take his advice, and in 6 weeks we sold the house, bought a very run-down subsistence farm of 52 acres, and moved to the country, from the sublime to the ridiculous. Mr. Wright made a trip over to the farm to walk over the hill where we thought, or the meadow where we thought we would place the house. Had his cape on his shoulder and his cane, and we walked through clover fields. And he finally came to a spot where he said, I think this will be the axis. And evidently it depended upon the prospects in various directions, as he knew the house would open up to the out of doors. Susan had been watching, and she said, Mother, it's just like his making music. Wright scooped out the dirt of the sunken garden to make a sunken garden in front of the house and piled it at the back to form a berm which would protect the house against the cold winds from the north. The design of the house was laid out with a transept on 6-degree arcs. All the doors, all the partitions, the fireplace, the pools were all multiples of 6 degrees. There were no partitions downstairs. The measurement at the back of this
semicircular form was about 100 feet. But because of the curve and the location of the furniture which Mr. Wright had designed, there was created what I called phantom partitions. At one end was the kitchen huddled back into the stone walls, which opened out to the window area by the long dining room table, wrapped itself around the stone walls. But when you were in either end of that space, the curve and the furnishing sort of blocked out the rest visually. Wright named the house at the beginning the solar hemicycle, and it is interesting to note that it became many years later recognized as the prototype for passive solar design, and many other houses have since been modeled on that basic concept. When he was explaining how the house would work for us, he said, there are two things that modern architecture can give to a house: the sense of space and the sense of shelter. And this house achieves it by the overhangs that extend out to give the sense of shelter, and the sense of space is through the whole layout of the architecture. Les mois d'hiver étaient très rigoureux à Taliesin et la construction s'arrêtait. En 1937, Wright décida donc d'échapper à la mauvaise saison et d'aller installer un camp de fortune dans le désert de l'Arizona près de Phoenix. Well, the characteristic thing in the desert here is, of course, the desert itself. And I've always regarded it as the greatest lesson in construction, form following function, if you like, or form and function being one, that exists. À nouveau, les apprentis de Taliesin construisirent ce que Wright appelait volontiers sa maçonnerie du désert, une riche palette de roches volcaniques colorées dont il gardait la forme naturelle. Wright aligna une série de structures entremêlées pour rappeler les cimes dentelées d'en face. Taliesin Ouest s'étendait comme un camp de pionniers dont les limites se fondaient dans le désert. Une conception ouverte vers l'extérieur, contrairement au Taliesin originel que Wright avait construit comme une forteresse et une retraite. Pour la grande salle de dessin de Taliesin Ouest, des poutres en séquoia, du verre et un plafond en toile répandant une lumière dorée. La première année à Taliesin Ouest, Wright élabora les plans d'une université complète, Floride Sud. Le président de cette université privée, qui manquait alors de fonds, réussit à réaliser ce qu'il voulait en faisant commencer la construction du campus par les étudiants eux-mêmes. Une série de terrasses et de passages couverts que Wright se plaisait à appeler ses esplanades reliaient les bâtiments entre eux. Pour sa dernière église unitarienne, le temple de Madison en 1947, Wright choisit le triangle pour symboliser l'unité.
Wright, âgé maintenant de 80 ans, avait convaincu la congrégation de construire son église à l'écart du centre-ville. Pendant des années, il avait rêvé de la vie rurale, d'une ville à la campagne. Il l'appela Brodecker City, campagne-ville, et fit construire par ses étudiants une maquette sur 1000 hectares. Un réseau pouvant s'étendre à l'infini, où toutes les fonctions résidentielles, industrielles et sociales étaient représentées, et où chaque famille disposait d'un lopin de terre cultivable. Wright incorpora à ce projet imaginaire un immeuble tour surprenant, un gratte-ciel avec assez de terrain autour pour pouvoir projeter son ombre. Depuis les années 1920, l'idée d'un gratte-ciel semblable à un arbre avait fasciné Wright, mais il dut attendre 1952 pour réaliser son projet avec la Price Tower de Bartlesville dans l'Oklahoma. Wright aimait l'appeler l'arbre échappé de la forêt. Un arbre rescapé en fait des plans des années 1920 pour une tour à New York. Le bâtiment était construit autour d'un tronc central. Les étages en encorbellement portaient des garde-fous en cuivre, différents de chaque côté, sensibles aux différentes positions du soleil dans la journée. Cette noble tour qui dominait toute la prairie devint un élément essentiel dans le désir de Wright de vaincre cette soif de laideur qui lui semblait inhérente à tout développement urbain sauvage. Bien qu'il sût que sa ville à la campagne ne deviendrait jamais une réalité, il développait ses idées pour provoquer la discussion. Un endroit à la fois partout et nulle part. Un long regard en arrière vers le futur, car il remplissait ses visions utopiques de constructions qu'il avait réalisées par le passé, un monde qu'il eût entièrement dessiné. Peu d'architectes modernes ont dessiné autant de maisons que Wright. Celle-ci, faite pour Gerald Tompkins à Cincinnati, Wright en parlait comme d'une maison automatique usonienne. Son idée était que n'importe qui pouvait la construire. De fait, Wright envoyait un apprenti de Taliesin pour superviser les travaux, son propre petit-fils, Eric Wright, qui vit cette maison pour la dernière fois en 1955. Au début des années 1950, Wright se remit à construire avec des blocs de béton. Mais contrairement à ce qu'il avait fait 30 ans plus tôt pour ses maisons californiennes, il utilisait maintenant les blocs partout. Un plafond à caissons plutôt qu'en bois et des piliers faits de blocs de béton avec ce verre encastré qu'il avait été le premier à utiliser. His concept of this block house was that it was going to be a house for every man, and that you could take these blocks and everything is self-explanatory. This is a Usonian automatic house. Well, the idea of the automatic was that you could just stack the blocks. You see, the blocks were the module, were the unit system, and you just kept stacking the blocks. And it's just like building blocks for children. People are always asking, how does this ceiling stay up? How do these concrete blocks held up? And what they have to realize is that these are the integral steel bars coming in all through on a 2-foot pattern here. Every 2-foot square, running in every direction are iron bars, and then they're tied in corner. Right, each corner was tied. Plus, in here, as they run along, as the bars run along in these grooves, there's a core in there. The block makes a core, and that was filled with grout. That concrete grout locked the bar to the block, so that what you had when you finished was an integral, monolithic, reinforced concrete ceiling. And
it was a wonderful way of doing when it. the glazers were working, they said the glass will never hold, and they called Mr. Wright. And Mr. Wright happened to answer the phone. He said, Frank speaking. And he said, look, you're the glazier, I'm the architect. You put the glass in the way I specified, and those mitered corners will hold a lifetime. Mm-hmm. You should live as long as those mitered corners are going to hold. Wright fut l'un des premiers architectes à considérer que les blocs de béton pouvaient avoir une beauté naturelle. Cette maison, qui se déploie dans le désert de l'Arizona, fut construite pour son fils, David Samuel Wright, qui s'était consacré à la fabrication de blocs de béton. Le plafond en acajou des Philippines formait un arc au-dessus d'un tapis tissé main, spécialement dessiné pour le lieu, une composition de forme circulaire qui était devenue dominante dans la plupart des travaux de Wright. Depuis des années, Wright rêvait de combiner le cercle à la spirale, jusqu'à ce qu'on lui demande de refaire ce magasin de nouveautés de San Francisco. Mais l'idée d'un projet circulaire à une plus grande échelle finit par trouver le moyen de s'épanouir. Construisez-moi un musée d'art non figuratif, avait demandé Solomon Guggenheim. Et Wright présenta son plan d'ensemble après quelques semaines. L'idée d'un bâtiment en spirale était présente chez Wright depuis longtemps, comme en atteste ce projet non réalisé des années 1920. Un bâtiment renfermant un espace continu allait enfin devenir réalité. One American millionaire that ever faced the future when he died and put his little white alley on what he believed in for the future, and that was Solomon Guggenheim. Can you think of another American millionaire who ever did such a thing? Who left $8 million to advance a kind of painting that everybody was laughing at him, and he didn't care. He believed in it, and he left his fortune to the future. Le combat de Wright pour réaliser cette architecture sans précédent, en dépit de l'entrave que constituaient les règles de construction new-yorkaises, fut si laborieux qu'il ne vit jamais son chef-d'œuvre achevé. L'une des galeries d'art les plus controversées de l'histoire, un triomphe dans la maîtrise de l'espace, même si les idées de Wright ne furent jamais exécutées entièrement. Un
un symbole pour la ville de New York, conçu dans les bureaux de Taliesin par des mains qui pouvaient tout aussi bien délaisser leurs crayons pour reconstruire une digue endommagée. Quand Wright mourut en 1959, à presque 92 ans, il laissait beaucoup de projets à réaliser, comme le centre civique de Marin County en Californie. Ces constructions furent finalement menées à bien par ses associés de Taliesin au cours des années qui suivirent sa mort. Now I see in Marin County, in this opportunity before me and you, a great chance for free, open spacing, ground, room. Now the Civic Center has a kind of an ominous ring. The sound of Civic Center is a little bit to those everybody was going to stand on everybody else's feet. But let's avoid that centering too much. Pour Wright, la démocratie exigeait l'abolition de toute hiérarchie. Comme dans le Larkin Building en son temps, chaque pièce avait un accès direct à la fontaine centrale. Mais ici, elle donnait aussi sur l'extérieur. Frank Lloyd Wright fut enterré dans la vallée de Taliesin, près de la petite chapelle construite par ses ancêtres gallois. Il laissait sur sa table à dessin sa dernière œuvre, les plans d'un nouveau jardin pour Taliesin. Dans les feuilles d'herbe, Walt Whitman écrivait « Quand tous les matériaux seront prêts, les architectes apparaîtront. Le plus grand d'entre eux sera celui qui vous connaît le mieux et embrasse tout. And encloses all.